Chapitre 4. Des poissons et des hommes. Hemingway, qui ressent depuis quelque temps déjà l'envie de retourner au pays et de quitter son milieu littéraire parisien, découvre Key West en 1928 grâce à son ami Don Passos. Après son séjour en France, Ernest se tiendra toujours à distance des grandes villes comme du monde, des lettres, toujours avide de rumeurs et de brouilles en tout genre. Key West, le Saint-Tropez du pauvre, ne pouvait donc que lui plaire. À cette époque, ce chapelet d'îles situé à la pointe méridionale de la péninsule de Floride n'est pas encore relié au continent par le grand pont qui le traverse aujourd'hui. L'île principale, longue d'à peine 7 km, est cependant plus proche de Cuba que du continent. Et ce n'est pas pour déplaire Ernest, car si l'exil français est bien fini, et si Hemingway est en sans aucun doute un auteur américain, pour lui, tout écrivain reste un éternel étranger. Après-guerre, Key West a vu sa population chuter brutalement, et il ne reste plus que 10 000 habitants, mélange hétéroclite de riches oisifs, de milliardaires cubains, de prostituées, de pêcheurs, d'anciens combattants et de trafiquants d'alcool. L'odeur salée du Gulf Stream, l'air chargé de vent du manguier, les maisons coloniales aux façades délabrées, ainsi que l'ambiance du vieux port charbonnier semblent dessiner pour Ernest un cadre de vie et d'écriture idéal. Hemingway y passe quelques semaines et commence à travailler sur le manuscrit de l'Adieu aux armes avant de remonter à Kansas City, où Pauline donne naissance le 27 juin à Patrick, surnommé Mousy. À l'automne, Ernest, Pauline s'installe chez les Pfeiffer à Piggott, dans l'Arkansas, où Hemingway passe le plus de son temps à chasser la caille qu'à fréquenter sa belle famille. Key West et l'Europe lui manquent, et la paternité apparemment lui pèse déjà. Cependant, un autre événement va à nouveau le tenir éloigné de sa récente terre d'adoption. Chez Hemingway, la vie et la mort sont deux choses intimement liées, et à quelques mois à peine après la naissance de son second fils, Ernest apprend par télégramme le 6 décembre 1928. Le docteur Clarence Hemingway s'est tiré une balle derrière l'oreille avec le Smith Wesson de son père. Ernest revient en urgence à Oak Park, s'occupe de l'enterrement et prend en main la gestion de la succession, rendue difficile par les multiples dettes de son père. Ernest s'entretient avec le suicide une longue et difficile relation. Son grand-père paternel avait déjà fait une tentative avortée. Le père d'Adley, sa première épouse, s'était donné la mort alors qu'elle n'avait que 14 ans maintenant. Son père vient de commettre à son tour ce geste fatal. Ses sentiments d'Ernest à l'égard de cet événement sont pour le moins contradictoires. Ce qui me fait le plus de peine, c'est que mon père était le seul à qui je m'étais vraiment attaché, écrit-il à Maxwell Perkins, son ami et éditeur chez Scribners. Bien que sa mère et ses frères et sœurs soient toujours en vie, et bien qu'il soit déjà lui-même père de 2 garçons, l'enfance, d'une certaine manière, vient seulement de finir. Viendront ensuite la colère et la déception devant la lâcheté d'un acte qu'Ernest considère d'abord comme profondément égoïste, puis la compréhension, voire une certaine fascination. J'ai compris pour la première fois comment des hommes peuvent se suicider simplement parce que dans les affaires s'entassent devant eux trop de choses qu'ils ne peuvent pas régler, confie-t-il à Gertrude Stein. Le suicide parcourt toute l'œuvre d'Hemingway et on en retrouve les traces dans la plupart de ses fictions. Parmi celles qui suivent après la disparition de son père, L'Adieu aux armes, Mort dans l'après-midi et En avoir ou pas, où le narrateur louait étrangement les vertus des Colt, des Smith et Wesson, ces admirables instruments américains, si peu encombrants, un effet si sûr, si parfaitement conçu pour mettre fin au rêve américain lorsqu'il se transforme en cauchemar.
Le plus inquiétant car prophétique, la lettre qu'il écrit en 1936 à Archibald MacLeish. Moi j'aime beaucoup la vie, je l'aime tellement que j'éprouverai une grande répugnance lorsque je devrais me tuer. Peut-être assez tôt je crois, mais je veux m'arranger à être tué afin que ça ne produise pas un mauvais effet sur mes gosses. La guerre d'Espagne est proche. Peut-être Ernest envisage-t-il déjà une issue aussi malheureuse qu'honorable. En janvier, Ernest retrouve Key West où il termine le manuscrit de l'Adieu aux armes entre deux parties de pêche. Dos Passos et Max Perking le jugent admirable et le Scribner Magazine lui offre alors une somme considérable de 16 000 $ pour une publication en feuilleton. Hemingway reste en Floride jusqu'en avril et embarque avec toute sa famille pour la France, où ils ont prévu de passer l'hiver 1929. À Paris, Ernest retrouve sans plaisir l'univers littérature qui lui avait tant pesé l'année précédente. Bob McAlmon, son ancien ami, laisse effectivement traîner en ville une rumeur aussi déplaisante que fantaisiste sur l'homosexualité supposée d'Ernest et de Pauline, alors qu'Hemingway le considérait déjà comme un fils de pute doré d'un cerveau semblable à un ongle incarné. Celui-ci court maintenant le risque d'une bonne rosée qu'Ernest serait ravi de lui administrer personnellement. Gertrude Stein, elle-même, l'ancien mentor, se voit accusée d'avoir perdu tout son bon sens de lesbienne à cause de sa ménopause. Fitzgerald se voit reprocher de ne pas travailler assez à son manuscrit de Tendre et la nuit, et tout critique négatif sur le travail d'Ernest est menacé dans le style fleuri d'une correction virile. Hemingway, conforté dans l'idée qu'il se fait de son talent par des recensions de l'Adieu aux armes, qui arrivent chaque jour plus positives, commence à manifester une certaine mégalomanie et une agressivité nouvelle. Malgré un été passé en Europe et quelques semaines à skier dans les Alpes suisses avec Don Passos et sa femme, Hemingway ne trouve plus en Europe l'énergie qui lui plaisait tant autrefois. Au début février 1930, le voilà donc de retour à Key West. Les Hemingway s'installent bientôt dans une grande bâtisse coloniale quasi abandonnée, au 907 Whitehead Street, que leur a offerte un oncle de Pauline. Après les travaux considérables, Pauline l'aménage avec des meubles d'anciens importés d'Espagne. Le temps des appartements parisiens exigus où Ernest habitait avec Adlai est définitivement révolu. Sur place, Hemingway fréquente autant les petites gens, pêcheurs et contrebandiers, que les riches héritiers comme Charles Thompson, qui deviendra son meilleur ami et compagnon de chasse comme de pêche. Ernest en profite aussi pour mettre en place une nouvelle méthode de travail. Il se lève tôt, relit les pages écrites la veille, traque les erreurs, change ici ou là quelques mots, écrit jusque vers midi, parfois plus. Debout, comme sur un ring-car, dit-il, qui peut tenir 10 rounds assis sur son cul. Pendant ce temps, pas une goutte d'alcool, tout cela il faut attendre l'après-midi, qu'il passe le plus souvent à nager ou à pêcher avec Thompson. Quand la chasse lui manque, il va s'entraîner aux pigeons d'argile ou tirer les pluviers qui abondent sur la côte et qui, avec le poisson, contribuent à l'essentiel de son alimentation. Le soir venant, il atterrit avec une régularité exemplaire au Sloppy Joe's sur Green Street, tenu par l'ancien contrebandier Joe Russell. Il aime s'asseoir au bar, tous les pales du ventilateur, y commander un rum and soda et écouter l'invraisemblable histoire racontée par les trafiquants, les pêcheurs, les riches cubains et les yachtsmen qui constituent l'essentiel de la clientèle. Hemingway se plaît tellement dans cette atmosphère qu'il décide d'investir dans l'entreprise et devient l'associé silencieux. La salle de jeu était à l'arrière. C'était d'elle que nous tirions nos véritables profits. Mais il était difficile de trouver un bon truqueur de dés parce qu'ils étaient bons au point que vous-même vous ne pourriez vous en rendre compte. Alors, vous saviez qu'ils finiraient par vous voler. Ce qui importe est dans l'exploitation d'une salle de jeu,
la nôtre y compris, c'est la protection de la police. Nous avons dépensé 7 500 $ pour faire élire un shérif qui, la deuxième année, nous obligea à nous retirer. Alors, nous l'avons obligé à en faire autant. Mais la vraie découverte qu'a fait Hemingway eut une autre nature. Quand il entend parler pour la première fois des marlins et des espadons qui pullulent dans le Gulf Stream, Ernest, qui n'a jusqu'ici pêché que des truites, sent qu'il vient de découvrir une nouvelle passion. Pour 10 $ par jour, il part au bord de l'Anita avec Joe Russell et Carlos Gutiérrez, le meilleur pêcheur de marlins et d'espadons de Cuba. C'est avec eux qu'Ernest va apprendre le grand art de la pêche au gros, là où la mer est exactement semblable à ce qu'elle était avant que les hommes n'y viennent. Hemingway développe plus rapidement une véritable fascination pour ces immenses poissons, étranges et sauvages, d'une beauté indescriptible, des bêtes que vous ne pourrez jamais voir autrement qu'en essayant de les pêcher et auxquelles vous vous retrouvez tout à coup si étroitement liés. Tout est fait pour lui plaire dans la pêche au gros, la solitude, le soleil, l'exploit, la force, le danger et surtout le combat, car au-delà de la performance sportive, et même si il consigne soigneusement, comme les mots qu'il écrit chaque jour, le poids des poissons qu'il attrape, le moment qu'Ernest préfère est celui où il se bat avec l'animal. Il y a un grand plaisir à être seul sur la mer, écrit-il sur l'eau bleue, à guetter l'imprévisible et farouche irruption d'un gros poisson, à participer à cette vie et à cette mort qui sont là pour vous tout le temps que votre force est solidement liée à la sienne par le harnais. Et c'est une satisfaction de vaincre cette créature qui est maîtresse de la mer où elle vit. Au large, Ernest se sent une proximité avec les pêcheurs professionnels qu'il rencontre sur le port, ces héros qui mènent chaque jour un combat obscur et résigné pour survivre. Obscur car personne ne sait jamais ce qu'il remontera en lançant son hameçon. Résigné car les requins sont toujours là, comme une menace permanente, prêts à dévorer le poisson qui traîne sur le flanc du bateau, trop lourd pour être hissé à bord. Au retour de son safari en Afrique, en 1934, Hemingway se fait construire le Pilar, un bateau de 12 mètres de long qu'il commande au chantier naval de Brooklyn, à New York, pour la somme non négligeable de 7 500 $. Ernest offre un petit bijou de luxe et de technologie avec une autonomie de 700 km et une vitesse de pointe atteignant 16 nœuds, lui permet de couvrir la distance qui sépare Key West de Cuba et Bimini dans les Bahamas. Le Pilar sera pour Hemingway comme sa seconde maison. Il y passe des journées entières, parfois des semaines, à pêcher, mais aussi à lire et écrire. Il sera aussi pour lui le refuge idéal pour ses relations extra-conjugales, notamment avec Jane Monson, le modèle de Margot Macomber dans L'heure triomphale de Francis Macomber, ou encore Martha Gellhorn, sa future femme. La vie sur le Pilar sera pour Ernest une source d'inspiration inépuisable. Il en tirera de nombreux articles pour esquire ses meilleures nouvelles de pêche, comme Star Loup Bleu et deux romans, En avoir ou pas et Le vieil homme de la mer. Certains critiquent dans la pêche au gros une métaphore de l'écriture chez Hemingway, le combat avec le poisson se rapprochant avec la recherche harassante du mot juste, et les requins rappelant justement les critiques dont Ernest se méfiait tant. Mais Hemingway a souvent rappelé que les personnages d'une œuvre de fiction, poisson ou homme, devaient toujours être de vrais gens et qu'il ne fallait pas leur permettre de devenir des symboles. Des symboles, il y en a, puisque les critiques en trouvent. Lisez donc ce que j'écris pour le plaisir de la lecture. Tant qu'au reste, vous y trouverez ce que vous y mettrez vous-même, confiera-t-il un jour à un journaliste. Même si le parallèle entre pêche et littérature est tentant, c'est surtout la lutte qui séduit Hemingway. Le sentiment d'avoir tenu bon. Si la pêche devait être une métaphore, elle représentait sans doute plutôt le combat pour la vie, une lutte tragique car perdue d'avance, où chaque prise est une victoire provisoire sur la mort. J'emploie un temps considérable à tuer des animaux et des poissons pour ne pas avoir à me tuer moi-même, avouera-t-il à
Ochsner en 1954. Quand un homme est en révolte contre la mort, et je suis un homme en révolte contre la mort, il éprouve du plaisir à faire usage d'un des attributs divins, celui précisément de pouvoir donner la mort. Bien qu'Hemingway ait trouvé Key West une maison à la hauteur de ses exigences, le foyer reste pour lui un lieu que l'on quitte et pour y revenir après. Impossible entre quatre murs de vivre les expériences nécessaires pour un écrivain. Pendant 12 années qu'il parle en Floride, Ernest ne cesse de voyager, ne restant que rarement quelques plus que mois au même endroit. Au-delà de ses parties de pêche à Cuba ou dans les Bahamas, Hemingway séjourne en France, en Afrique et surtout en Espagne, que ce soit pour suivre des courses de taureaux ou comme reporter pendant la guerre civile. L'été, quand le climat devient irrespirable, à Key West, Ernest monte parfois dans le Wyoming, au ranch des Northquist, où il s'installe pour écrire, pêcher la truite et chasser. C'est dans ce ranch d'altitude qu'il s'initie à la chasse au gros, une chasse très différente de la plume où le danger menace à chaque instant. Au cours de ces différents séjours, Hemingway y abat avec son nouveau Springfield, son premier élan mâle et même quelques grizzlies. Le meilleur entraînement pour l'Afrique, le seul animal dangereux d'Amérique du Nord, comme à son habitude. Ernest note consciencieusement le poids de ses prises ainsi que la largeur de leurs trophées et ne résiste pas au plaisir de poser devant elles. La légende se construit. Or, c'est précisément cette attitude qui commence à irriter. Certain nombre de voix inamicales s'élèvent pour moquer la virilité démonstrative d'Hemingway, son goût pour la chasse et pour la corrida, ainsi que sa fascination morbide pour la mort. Si, dans sa vie quotidienne, Ernest fréquente bien volontiers les gens les plus simples, il est l'ami du baron von Blixen, de Marlène Dietrich et des riches héritiers amoureux, comme lui. De ses sports élitistes, ses articles qu'il écrit pendant cette période pour des revues luxueuses comme Esquire, Cosmopolitan ou Fortune renforcent encore son image de playboy aventurier et de yachtsman. Alors que le pays est en pleine récession après la crise de 1929, beaucoup commencent à lui reprocher son manque de conscience politique, voire d'engagement. C'est la première fois dans la vie d'Ernest que le mythe Hemingway ne joue pas en sa faveur. Il a beau avoir dénoncé dès 2023 le fascisme de Mussolini, s'être intéressé au sort des pêcheurs et avoir sur les routes du pays pris conscience de l'ampleur du désastre économique, beaucoup à gauche déplorent l'individualisme affiché de ces personnages et son manque de conscience de classe. En août 1935, Ernest écrit au critique russe Ivan Katchin une lettre qui résume assez bien son opinion à l'égard du communisme et de l'engagement politique des écrivains. Tout le monde essaie de vous faire peur maintenant en vous disant que si on ne devient pas communiste ou si on n'a pas de point de vue marxiste, on n'aura plus d'amis et on sera tout seul. Il semble penser qu'être seul est autre chose de terrible ou ne pas avoir d'amis est quelque chose à redouter. Je ne peux pas être un communisme maintenant parce que je ne crois qu'en une seule chose, la liberté. Un écrivain ne doit fidélité et obéissance à aucun gouvernement. Il ne peut avoir de conscience de classe que si son talent est limité. S'il y a assez de talent, il est à l'aise dans toutes les classes. Il leur prend à toutes ce qu'elles lui donnent et la propriété de tout le monde. Quelle que soit sa couleur politique, une authentique œuvre d'art durera éternellement. 2 semaines plus tard, un événement vient cependant réorienter le point de vue d'Hemingway. Key West subit de plein fouet un ouragan qui détruit une partie de Keys. Parmi les victimes, près d'un millier d'anciens combattants que le gouvernement, pourtant alerté, n'a pas voulu évacuer. Rien n'a résisté, ni les habitations, ni les arbres desquels pendant des cadavres noircis et gonflés par l'eau et la chaleur, ce qui rappelle à Hemingway le difficile spectacle des camps de bataille italiens. Profondément choqué par le sort des anciens combattants, Ernest envoie à Newsmasses, un journal d'obédience marxiste, un article d'une violence rare où il accuse personnellement le président des États-Unis. Qui gênait-il et qui leur présence pouvait-il être politiquement un danger? Qui les a envoyés sur les cailles de Floride et les a laissés là durant la saison des ouragans?
L'auteur de cet article vit loin de Washington et n'est pas capable de répondre à ces questions. Mais il sait que les gens riches, les propriétaires de yachts, les amateurs de pêche comme le président Hoover et le président Roosevelt ne vont pas sur les cailles de Floride à la saison des ouragans. Les dernières lignes de l'article vont encore plus loin dans l'accusation. « Te voilà mon frère, qui t'a laissé là ? Et de quel châtiment punit-on aujourd'hui l'homicide ?» Bien qu'il ait envoyé cet article à Newsmasses, Ernest se refuse encore à employer le terme de prolétariat. Mais en le voyant dénoncer le gouvernement, les riches et les yachtsmen et de l'entendant parler de frères, une partie de la gauche intellectuelle espère qu'Hemingway vient rejoindre leur camp. Le cas de ces anciens combattants semble avoir durablement marqué Hemingway. Dans En avoir ou pas, paru en 1937, 3 ans après l'ouragan, il fait ainsi dire à l'un des deux. Faut-il se débarrasser de nous ? Vous comprenez, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que nous sommes les désespérés, répondit l'homme, ceux qui n'ont rien à perdre. Nous sommes brutalisés au dernier degré. Nous sommes pires que la vie. Mais c'est dur d'essayer de faire quelque chose avec nous parce que nous avons été écrasés à tel point que nous ne trouvons plus de consolation que dans l'alcool et que notre seule fierté est être capable de tenir le coup. Le roman, compilation plus ou moins habile de nouvelles déjà publiées dans l'Esquire, aborde, et c'est là le reproche principal qui lui sera fait, les rapports de classe de façon assez caricaturale. Les riches et les intellectuels sont corrompus, désœuvrés, décadents, contrairement aux pauvres qui, eux, défendent les valeurs du travail, de la solidarité, du courage et de l'honneur. Tout le livre est construit sur une opposition relativement simple entre ceux qui y ont l'argent, du pouvoir ou des conjointes et ceux qui n'en ont pas. Au-delà de cette vision un peu simpliste des questions sociales, la gauche, encore une fois, se réjouit de voir fléchir l'individualisme qu'Hemingway fait dire à Harry Morgan, son héros quelques instants avant sa mort. De quelque façon qu'il s'y prenne, un homme seul est foutu d'avance. Il ferma les yeux, il avait mis du temps à le sortir, mais il lui avait fallu toute une existence pour l'apprendre. Pour Hemingway, toute vérité est bonne à dire, dut-elle s'apprendre dans la mort, car ce qui importe, c'est la connaissance et non la satisfaction de prouver la véracité de quelque chose. En cela, il n'a pas dévié de l'opinion qu'il professait déjà en 1934. Un écrivain peut certes tailler une belle carrière de son vivant en épousant une cause politique, et si elle devient victorieuse, il obtiendra un très bon poste, mais rien de tout cela ne l'aidera l'écrivain en tant qu'écrivain, à moins qu'il ne trouve quelque chose de nouveau à la connaissance humaine tout en écrivant. Écrivez sur ceux que vous connaissez et écrivez avec sincérité pour envoyer tout le monde au diable. Autant dire que les applaudissements que reçus, en avoir ou pas de la part des marxistes et des communismes, ne touchent que moyennement Hemingway. En revanche, les critiques nettement moins enthousiastes du milieu littéraire l'ébranlent plus qu'il ne le veut bien l'admettre. Bon nombre de personnes lui reprochent en effet que la construction malhabile de son roman, le flottement dans l'énonciation, la pauvreté de l'échelle des valeurs, et pire encore son écriture elle-même, quand on sait les commentaires mitigés que reçurent aussi La mort dans l'après-midi et Les vertes collines d'Afrique, on imagine aisément dans quel état de doute et de colère Ernest peut être. Et ce d'autant plus que certains des siens commencent à lui reprocher ses emportements fréquents et sa mégalomanie. Deux de ses amis les plus intimes, Archibald MacLeish et John Dos Passos, malgré l'affliction qu'il lui porte toujours, considèrent par eux que la célébrité ne convient pas trop à Hemingway, qui a tendance à se gonfler et son importance à devenir trop voyant. À la fin des années 30, Hemingway est bien plus qu'un écrivain. Même célèbre, c'est une véritable star du journalisme que le journaliste attend à la sortie de l'avion. Un certain nombre d'entre eux se révèlent même particulièrement intrusifs, n'hésitant pas à forcer l'entrée de sa maison. Après les riches, les journalistes deviennent donc les nouveaux ennemis d'Hemingway. La cible favorite avec les critiques de ses attaques virulentes. Auteur à succès, Ernest est aussi un grand chasseur et un séducteur dont les photos paraissent régulièrement sur la presse. Sur le port de Key West, les touristes le reconnaissent malgré sa casquette à visière, son short taché de sang de requin et sa chemise sans manches. Même au Sloppy Joe's, Ernest
n'est plus tranquille. On veut venir voir l'attraction. Le mythe Hemingway marche à plein. Mais alors que sa carrière semble à son apogée, Ernest connaît une nouvelle fois des difficultés conjugales. Pauline, lasse de presque 2 années d'absence de son mari, absorbée par la guerre d'Espagne, ne se tient sans plus aucun doute sur les relations d'Ernest et de Martha Gellhorn, les jeunes journalistes talentueuses avec laquelle il couvre la guerre civile. En novembre 1940, alors que pour Qui sonne le glas vient d'atteindre les 189 000 exemplaires en 2 mois. Ernest et Pauline divorcent. Une nouvelle phase de sa vie s'achève. Les 12 années qu'Hemingway a passées au Key West sont sans doute les plus actives, les plus heureuses et les plus productives de sa vie. Il aura écrit 2 de ses principaux romans, L'adieu aux armes et Pour qui sonne le glas, des nouvelles magnifiques comme Sur l'eau bleue ou Les neiges du Kilimandjaro, une pièce de théâtre et de nombreux articles. Il aura chassé et pêché les plus gros animaux de la planète, bu plus d'alcool que de raison, acheté un bateau, noué des amitiés solides, aimé sa femme, ses enfants et ses maîtresses, rester dans certains endroits et les quitter, avoir confiance, se méfier, ne plus croire et croire à nouveau. Les poissons, les changements de vent, les changements de saison, voir ce qui se passe, être à bord d'un bateau, être en selle, regarder venir la neige, la voir cesser, entendre la pluie tambouriner sur une tente, savoir où je suis, trouver ce que je veux. Voilà une existence à la mesure totalement consacrée à ce que Carlos Baker appelle la voluptueuse expérience de vivre.